Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. On va voir la correction de 5 exercices sur la concentration massique. Dans l'exercice 1 et 2, on reverra les notions de base sur la concentration massique, à savoir la notion de soluté, de solvant et de solution aqueuse ou non, ainsi que la définition de base de la concentration massique et de sa formule. Dans l'exercice 3, on verra un exercice de dissolution. Dans l'exercice 4, on verra un exercice de dilution. Et enfin, l'exercice 5, on parlera d'échelle de temps. Donc vous êtes libre de regarder n'importe quel exercice suivant votre niveau de difficulté sur ce chapitre. L'exercice 1 est donc un exercice de questions de cours où il fallait répondre aux deux questions suivantes. Question 1, rappelez les définitions des mots soluté, solvant et solution. Et question 2, je vous donnais 4 cas différents, 4 cas de solution différentes. Et dans chacun des cas, il fallait distinguer le soluté du solvant et dire si les solutions étaient aqueuses ou non. Question 1. Rappelez les définitions des mots soluté, solvant et solution. On rappelle que si on mélange un solide avec un liquide, alors le soluté, c'est le solide que l'on met dans le liquide. Le solvant, c'est le liquide dans lequel on met le solide. Et la solution, c'est l'ensemble du soluté et du solvant. Question 2. Pour corriger la question 2, on va faire au cas par cas. Donc le premier cas, c'est un mélange de sucre et d'eau. Donc le sucre est le solide, donc c'est le soluté. L'eau, c'est le liquide, donc c'est le solvant. Et la solution est bien aqueuse, car je rappelle qu'une solution est aqueuse si le solvant est de l'eau. Donc ici c'est le cas, donc la solution est bien aqueuse. Ensuite, deuxième cas, on a donc du sel dans du cyclohexane. Alors le cyclohexane est le liquide, donc c'est le solvant. Le sel c'est le solide, donc c'est le soluté. Et cette fois-ci, la solution n'est pas aqueuse, car le solvant n'est pas de l'eau. Cas numéro 3, donc un mélange éthanol et poivre. Donc le poivre est le solide, donc c'est le soluté. L'éthanol est le liquide, donc c'est le solvant. Et la solution, encore une fois, n'est pas aqueuse. Et enfin, le dernier cas qui est de l'acétone avec des cristaux de d'iode. Donc les cristaux de d'iode sont solides, donc c'est le soluté. L'acétone, c'est un liquide, donc c'est le solvant. Et enfin, la solution n'est toujours pas aqueuse. Dans l'exercice 2, on vous explique qu'on veut préparer une solution d'eau sucrée. Pour cela, on dissout 6 morceaux de sucre dans un volume d'eau de 750 ml. On vous précise également qu'un morceau de sucre pèse 5,6 g. Donc par rapport à cet énoncé, il y avait 3 questions. Première question, distinguer le soluté du solvant et dire si la solution est aqueuse. Question 2, rappeler la relation mathématique entre la concentration massique, la masse et le volume, tout en rappelant les unités des 3 grandeurs. Et enfin question 3, calculer la concentration massique de la solution d'eau sucrée que vous voulez faire. Dans la question 1, vu qu'on est exactement dans le même cas que dans l'exercice 1, je vais être très rapide. Donc on a une solution d'eau sucrée, donc le soluté c'est le sucre et le solvant c'est l'eau. Et puisque le solvant est de l'eau, on a bien une solution aqueuse. Question 2, quelle est la relation mathématique entre la concentration massique, la masse et le volume? On rappelle donc dans cette vidéo que cette formule est la suivante. On a la concentration massique qui est égale à la masse divisée par le volume, avec la concentration massique qui s'exprime en grammes par litre, la masse qui s'exprime en grammes et le volume en litres. Et enfin, question 3, calculer la concentration massique de la solution d'eau sucrée. Donc avant toute chose, on rappelle la formule de la concentration massique qui est la suivante. Et donc on voit que pour calculer la concentration massique, il nous faut la masse et le volume. Donc on sait que un morceau de sucre pèse 5,6 grammes. Or, dans notre solution, on a 6 morceaux de sucre. Donc pour avoir la masse de ces 6 morceaux de sucre, on fait 6 fois 5,6 grammes. Et on trouve donc 33,6 grammes. C'est donc la masse des 6 morceaux de sucre. Et enfin le volume, donc on a un volume de 750 ml. Or, nous l'avons vu tout à l'heure, le volume doit être exprimé en litres, donc on convertit, ce qui donne 0,75 litres. Nous pouvons donc remplacer ces deux valeurs dans la formule. On obtient donc Cm égale 33,6 divisé par 0,75.
On tape à la calculatrice et on trouve un résultat final de 44,8 grammes par litre. Donc la concentration massique de la solution qu'on veut préparer est donc de 44,8 grammes par litre. Dans l'exercice 3, on vous explique que pour les besoins d'un hôpital, vous devez préparer une solution de permanganate de potassium de 800 ml et de concentration massique 2 grammes par litre. Par rapport à cet énoncé, il y avait deux questions. Question 1, quelle masse de permanganate de potassium doit-on prélever pour préparer cette solution? Et question 2, rédiger un protocole expérimental permettant de préparer cette solution. Question 1, calculons la masse de permanganate que l'on doit prélever pour préparer cette solution. Donc, dans un premier temps, on rappelle la formule entre la concentration massique, la masse et le volume qui est la suivante. Cm égale m divisé par V. Cette formule, il faut la modifier parce que ce que l'on veut calculer, c'est la masse. Elle devient donc m égale cm fois V. Si vous avez des difficultés avec ceci, je vous renvoie sur ma vidéo sur les transformations de formules. Et donc maintenant, on peut calculer m. Donc on rappelle ce que l'on a. On a la concentration massique qui est de 2 grammes par litre. Et on a un volume qui est de 800 millilitres, volume qu'il faut convertir puisque le volume doit être en litres, ce qui fait donc 0,8 litres. Donc on peut remplacer les données dans la formule, ce qui donne m égale 2 fois 0,8, ce qui donne 1,6 g. Donc on doit prélever 1,6 g de permanganate de potassium pour préparer notre solution. Question 2, rédiger le protocole expérimental qui permet de préparer cette solution. Donc on part d'un soluté solide, donc on doit écrire le protocole d'une dissolution. Je rappelle que pour rédiger un protocole, il faut d'une part rédiger la liste du matériel et d'autre part les étapes de manipulation. Donc on commence tout de suite avec la liste du matériel. Donc pour ce protocole, il nous faut donc une fiole jaugée de 800 ml puisque on veut une solution de 800 ml. Il nous faut une balance pour peser les 1,6 g, une spatule pour prélever le permanganate de potassium, un entonnoir et une coupelle en plastique, de l'eau distillée, du permanganate de potassium et un bécher qui nous permettra de mettre la solution à la fin du protocole. Et enfin, les étapes de manipulation. Donc en étape 1, il faut poser la coupelle sur la balance et appuyer sur Terre pour la remettre à zéro. Étape 2, avec la spatule, on prélève 1,6 g de permanganate de potassium sur la coupelle en plastique. À l'aide de l'entonnoir pour l'étape 3, verser le permanganate de potassium dans la fiole jaugée. Étape 4, nettoyer la coupelle et l'entonnoir avec de l'eau distillée pour être sûr que tout le permanganate de potassium soit bien passé dans la fiole. Étape 5, remplir la fiole aux 2/3 avec de l'eau distillée, mettre un bouchon et agiter la fiole jusqu'à dissolution du permanganate de potassium. Étape 6, remplir à nouveau de la fiole jaugée avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge, cette fois-ci. Étape 7, agiter à nouveau la solution et verser-la dans le bécher. Dans l'exercice 4, on partait de l'acide chlorhydrique commercial qui est réputé pour sa dangerosité. L'un des facteurs de cette dangerosité est sa concentration massique gigantesque, 438 g par litre. Les scientifiques estiment que l'acide chlorhydrique n'est plus dangereux si sa concentration massique est inférieure à 25 g par litre. Les élèves essayent de la rendre moins dangereuse. Pour cela, ils procèdent à une dilution. Ils préparent un volume de 100 ml de solution fille d'acide chlorhydrique à partir de la solution mère de 438 g par litre en prélevant 5 ml de cette solution mère. Et donc par rapport à cet énoncé, il y avait 3 questions. Première question, rédiger un protocole expérimental permettant de préparer cette solution. Question 2, calculer la concentration massique de la solution fille et est-ce que la solution est dangereuse ou non. Et question 3, toujours à partir de la solution initiale à 438 g par litre, des élèves veulent préparer une autre solution de 750 ml et de concentration massique 4,672 g par litre. Quel volume de la solution initiale doit-il prélever? Dans la question 1, il fallait donc rédiger le protocole expérimental qui permettait de préparer cette solution.
Donc la première chose qu'il faut remarquer, c'est qu'on part d'une solution qui est liquide, donc on doit écrire le protocole d'une dilution. Donc lors d'une dilution, on a besoin du matériel suivant. On a besoin d'une fiole jaugée de 100 ml puisqu'on veut préparer une solution de 100 ml. On a besoin d'eau distillée, d'un bécher qui contient la solution initiale d'acide chlorhydrique, d'un nouveau bécher où on mettra la solution FI, d'une propipette et d'une pipette jaugée de 5 ml pour prélever les 5 ml. Et les étapes de manipulation sont les suivantes. Donc l'étape 1, vider l'air de la propipette en appuyant dessus puis insérez-la en haut de la pipette jaugée. Étape 2, en appuyant sur la flèche du haut de la propipette, prélevez 5 ml de la solution initiale d'acide chlorhydrique. Étape 3, en appuyant sur la flèche du bas de la propipette, versez les 5 ml de la solution initiale dans la fiole jaugée de 100 ml. Étape 4, remplir la fiole jaugée aux 2/3 avec de l'eau distillée, mettre un bouchon et agiter la fiole. Étape 5, remplir à nouveau la fiole jaugée avec de l'eau distillée, cette fois-ci jusqu'au trait de jauge. Étape 6, agiter à nouveau la solution et versez-la dans un bécher. Dans la question 2, il fallait calculer la concentration massique de la solution FI, mais pour cela, il faut connaître la formule qui permet de calculer cette concentration massique. C'est pourquoi je vais la rappeler dans cette vidéo. Donc ce que je vais noter là, vous n'êtes pas obligé de le noter pour répondre à la question, mais il est important de le savoir pour connaître la formule qui permet de calculer cette concentration. Donc on rappelle que lors d'une dilution, il y a conservation de la masse de soluté. Donc ce que l'on peut écrire, c'est que masse avant égale masse après. Avant, après dilution, ça sous-entend, hein, donc ça veut dire que la masse de soluté avant la dilution est égale à la masse de soluté après la dilution. Or, on rappelle que la masse, c'est la concentration massique fois le volume. Donc on peut écrire que masse avant, c'est concentration massique avant fois volume avant. Et masse après, c'est concentration massique après fois volume après. On obtient donc concentration massique avant fois volume avant égale concentration massique après fois volume après. Et nous, ce que l'on cherche à calculer, c'est Cm après. Donc on en déduit que Cm après, c'est Cm avant fois V avant, le tout divisé par V après. Donc maintenant qu'on a la formule, on peut calculer la concentration massique de la solution phi. On rappelle les données que l'on connaît, hein. On rappelle que Cm avant vaut 438 grammes par litre. On rappelle que V avant, c'est le volume que l'on doit prélever, c'est 5 millilitres. V après, c'est le volume final de la solution phi, donc 100 ml. Maintenant qu'on a toutes les données, on peut les remplacer dans la formule. On obtient donc Cm après qui vaut 438 fois 5 divisé par 100. Remarquez au passage que j'ai laissé les volumes en millilitres. Ce n'est pas grave puisque les deux volumes vont se compenser. On aura quand même une concentration massique en grammes par litre. Donc vous pouvez convertir les millilitres en litres si vous voulez, mais vous pouvez aussi les laisser, ça ne changera absolument rien au résultat de la concentration massique. Donc si on tape le calcul à la calculatrice, on trouve un résultat final de 21,9 grammes par litre. C'est donc la concentration massique de la solution FI. Elle est bien inférieure à 25 grammes par litre, donc la solution préparée n'est plus dangereuse. Pour la question 3, on repart de la formule qu'on a trouvée juste avant, c'est-à-dire Cm avant fois V avant égale Cm après fois V après. Ce que l'on cherche dans la question 3, c'est le volume de la solution initiale à prélever. Autrement dit, ce que l'on cherche, c'est V avant. Donc on voudrait, dans l'idéal, une formule qui permette de calculer V avant. Cette formule est la suivante, V avant égale Cm après fois V après, le tout divisé par Cm avant. Donc on reprend cette formule, on rappelle les données que l'on connaît. Cm avant, la concentration massique de la solution mère est donc de 438 grammes par litre. Cm après, c'est la concentration massique de la solution que l'on veut préparer, qui est donc de 4,672 grammes par litre. Et V après, c'est le volume de la solution phi que l'on veut préparer, qui est donc de 750 millilitres. On remplace donc les données dans la formule. On obtient donc V avant qui vaut 4,672 fois 750, le tout divisé par 438. Remarquez que j'ai laissé le volume en millilitres. Ce n'est pas grave.
Il faut simplement comprendre que si vous laissez le volume en millilitres, le volume que vous allez obtenir sera aussi en millilitres. Après, si vous voulez obtenir le volume en litres, vous pouvez convertir le volume en litres. Donc là, j'ai laissé le volume en millilitres, le résultat sera donc aussi en millilitres. On trouve donc 8 millilitres du coup. Donc pour préparer la solution que l'on veut préparer, il faut prélever 8 millilitres de la solution initiale. Et enfin, l'exercice 5 où je vous expliquais que l'allodon est une solution antiseptique de bain de bouche. Elle permet d'éviter la prolifération des bactéries et des microbes dans la bouche. L'allodon est de couleur bleue car il contient du bleu battanté, un colorant très utilisé. Nous voulons déterminer la concentration massique du bleu battanté dans une solution d'allodon. Pour cela, nous réalisons une échelle de teinte dans 5 tubes à essai à partir d'une solution mère de bleu battanté de concentration massique de 4 mg par litre. Et donc par rapport à cet énoncé, il y avait plusieurs questions. Question 1, expliquer le principe d'une échelle de teinte. Question 2, compléter le tableau ci-dessous. Toujours dans la question 2, il fallait détailler les calculs des concentrations massiques des solutions FIR. Ensuite, je vous expliquais qu'après la réalisation de l'échelle de teinte, on constate que l'on place de manière cohérente le bleu patenté entre le deuxième et le troisième tube à essai. Et donc question 3, en déduire un encadrement de la concentration massique de la solution inconnue. Et ensuite, je vous explique qu'après la réalisation de l'échelle de teinte, on cherche la concentration massique sur Internet et on trouve une concentration massique de 1,10 mg par litre. Et donc question 4, est-ce que l'encadrement que l'on a trouvé à la question précédente est cohérent? Question 1, expliquer le principe d'une échelle de teinte. Dans une échelle de teinte, nous avons une solution qu'on appelle solution inconnue, qui est colorée et qui est de concentration massique inconnue. Et on a aussi une solution qu'on appelle solution mère, de concentration massique connue et supérieure à la concentration massique que l'on cherche. À partir de la solution mère, nous allons préparer des solutions phi par dilution. Ces solutions phi auront des concentrations massiques qui seront connues. Enfin, nous allons comparer la teinte de la solution inconnue avec les teintes des solutions phi afin de placer la solution inconnue entre deux solutions phi. La valeur de la concentration massique de la solution inconnue sera située entre les valeurs des concentrations massiques des solutions phi. Donc dans la question 2, il fallait compléter un tableau que je vous donnais avec des calculs plus ou moins complexes. Or, puisque l'on sait qu'une échelle de teinte consiste à faire des dilutions, pour calculer les grandeurs que je vous demande de déterminer, il suffit d'utiliser les formules des dilutions. Donc notamment, pour calculer la concentration massique de la solution phi, on se sert de la formule suivante. Concentration massique de la solution phi, c'est égal à la concentration massique de la solution mère, fois le volume de la solution mère, le tout divisé par le volume de la solution phi. Le volume de la solution phi, quant à lui, s'obtient en additionnant le volume de la solution mère avec le volume d'eau qu'on a mis. Et la concentration massique de la solution mère ne varie pas, et elle est toujours de 4 mg par litre. Donc dans le premier tube à essai, il fallait calculer le volume phi de la solution dans le premier tube à essai et la concentration massique de la solution phi dans le premier tube à essai. Donc commençons avec le volume phi. On sait donc que le volume phi de la solution 1 est égal au volume mère de la solution 1 plus le volume d'eau dans la solution 1. Or, on sait que le volume mère est de 9 ml et le volume d'eau de 7 ml. Donc on peut en déduire que le volume phi de la solution 1 est de 16 ml. Passons à la concentration massique. Nous savons que la concentration massique de la solution phi de la première solution est égale à la concentration massique de la solution mère fois le volume mère de la première solution divisé par le volume phi de la première solution. On remplace les valeurs que l'on connaît et on obtient un résultat final de 2,25 mg par litre. Pour le deuxième tube à essai, on commence déjà par indiquer la concentration massique de la solution mère qui est donc de 4 mg par litre. Et ensuite on calcule le volume phi et la concentration massique phi.
Donc le volume phi, c'est toujours la même formule, c'est le volume R2 plus le volume O2. On remplace les valeurs que l'on connaît et on trouve un résultat final de 16 millilitres. Et pour la concentration massique de la solution phi de la deuxième solution, on se sert exactement de la même formule. On remplace les valeurs que l'on connaît et on trouve donc un résultat final de 1,75 mg par litre. Pour le troisième tube à essai, on connaît déjà le volume phi, donc pas la peine de le calculer. On indique juste la concentration massique de la solution mère qui est de 4 mg par litre. Et on calcule la concentration massique de cette solution phi, toujours à partir de la même formule. On remplace les valeurs que l'on connaît et on trouve un résultat final de 1,25 mg par litre. Pour le quatrième tube à essai, comme d'habitude, on indique la concentration massique de la solution mère qui est de 4 mg par litre. On calcule le volume phi de la solution phi de la quatrième solution avec la même formule, c'est-à-dire V mère plus VO, et on obtient 16 millilitres. Et on calcule la concentration massique de la solution phi avec la même formule et on obtient une concentration massique de 0,75 mg par litre. Et enfin, le même calcul mais pour le cinquième tube à essai. Donc comme d'habitude, on indique la concentration massique de la solution mère qui est de 4 mg par litre. On calcule le volume phi de la solution 5. On obtient donc un volume de 16 millilitres. Et enfin, on calcule la concentration massique de la solution phi, toujours avec la même formule, et on obtient un résultat final de 0,25 mg par litre. Question 3. Puisque l'on place de manière cohérente le bleu patenté entre le deuxième et le troisième tube à essai, on en déduit que la valeur de la concentration massique que l'on cherche se situe entre la valeur de CMφ2 et la valeur de CMφ3. En langage mathématique, on peut l'écrire de la manière suivante, avec des inégalités. En remplaçant les valeurs de CMφ2 et de CMφ3, on trouve l'encadrement suivant. La concentration massique de la solution que l'on cherche est située entre 1,25 mg par litre et 1,75 mg par litre, d'après l'échelle de Taft. Et enfin, question 4. En cherchant, on trouve une concentration massique de bleu patenté de 1,10 mg par litre. Or, cette valeur ne se trouve pas dans l'encadrement que l'on a trouvé, donc on en déduit que l'encadrement que l'on a trouvé n'est pas cohérent. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous avez la moindre difficulté. N'hésitez pas aussi à regarder mes autres vidéos où je parle d'autres sujets de sciences. Et merci de m'avoir écouté.